Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je reviens pour vous parler du jeu de rôle Avatar Legend, dont voici le livre, un livre qui a été financé assez récemment pour sa traduction française chez Arcane Asylum et dont on a reçu les exemplaires physiques il y a quelques temps. Et j'ai enfin fini ma lecture de tout ce que j'ai pu recevoir et aussi fait deux petites parties test, des parties assez concluantes qui vont se poursuivre vers une courte campagne en quelques épisodes. Et donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de faire une petite vidéo pour vous parler de ce livre de jeu de rôle, de cet univers et du système. On va sûrement faire ça sur plusieurs vidéos, selon mon envie et au rythme que vous connaissez maintenant, qui est pas forcément très régulier. Mais déjà dans une première vidéo, je vais rapidement couvrir le livre de base avec vous, et je reviendrai peut-être sur le scénario d'introduction dans une deuxième vidéo. Peut-être que je parlerai du système dans une autre vidéo. Et comme je vais lancer une campagne, une courte campagne, il y a moyen que je fasse peut-être quelques petites vidéos au sujet de cette campagne. Donc le livre Avatar Legends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, on peut, donc c'est un très beau livre de 300 pages, dans lequel, qui est découpé en 10 chapitres. On va regarder rapidement ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ces 10 chapitres, on peut trouver des annexes, des techniques, etc. Il faut savoir que Avatar Legends, le jeu utilise un système qui est basé sur le PBTA, donc Powered by the Apocalypse, malgré le fait que le système de combat emprunte en partie au PBTA, mais est plus développé qu'un combat classique dans du PBTA. Et si je peux rajouter quelque chose dès le début avant qu'on rentre dans le livre, c'est n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Die Story où ils ont aussi parlé du jeu et du système. Donc si vous avez des questionnements suite à ma vidéo, je vous redirige vers la super chaîne YouTube Die Story où vous pourrez obtenir plus d'informations, toujours en français, sur ce jeu de rôle. Donc on va bouquiner ce livre ensemble, en commençant donc par le chapitre 1 qui présente le jeu rapidement, dans lequel on parle de la légende de l'Avatar. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? On parle de l'Avatarverse, avec les différentes ères, les différents royaumes, les différents entraînements, puisque dans ce jeu on va pouvoir jouer un personnage qui va avoir un entraînement, que ce soit l'une des 4 maîtrises, une maîtrise d'un des 4 éléments, ou l'entraînement des armes, ou l'entraînement de la technologie, et qui définit certaines choses liées au jeu de rôle, mais aussi au PBTA, en parlant de voilà, comment est-ce qu'on est censé aborder ce jeu de rôle, de quels accessoires on a besoin. On arrive très vite dans le chapitre 2, le monde d'Avatar, dans lequel on parle de l'histoire des nations, et là on va avoir un petit focus, une double page par nation, avec des lieux, des informations, des choses liées à l'équilibre, et vraiment on va dire, aux théories liées à l'Avatar. Et on reparle des époques, et ensuite on rentre dans chaque époque, avec pour chaque époque une page où on a les thèmes essentiels de l'époque. Donc on a 5 époques possibles. On a l'ère de Kyoshi, et à chaque fois, vous voyez, on a quelques pages avec des infos. En fait, on a une double page par nation à chaque ère, ce qui permet quand même d'avoir pas mal de points possibles à développer dans chaque ère. Donc comme je l'ai dit, on a Kyoshi, ensuite on a l'ère de Roku avec les thèmes, les événements, des infos par nation. Ensuite, on a la guerre de 100 ans avec de nouveau les thèmes et des infos par nation. Ensuite, on a l'ère d'Ang, bien sûr, et ensuite, on a l'ère de Korra. Voilà, donc ça c'est structuré de la même façon sur chacune des aires, et c'est assez intéressant parce que en quelques pages, on sait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette ère en termes de jeu, et pour chaque nation, on va avoir un petit peu des plots, des infos, des idées pour mettre en jeu un scénario, une campagne, des événements dans chaque ère et dans chaque nation. Donc c'est assez cool, c'est assez fourni en termes d'idées de scénario et
d'idées de thèmes de partie. Ensuite, on rentre sur les bases du jeu. Les bases du jeu, alors j'ai oublié, j'avais pris note, pardon, mais donc le chapitre 1, c'est une dizaine de pages, le chapitre 2, c'est une soixantaine de pages, et le chapitre 3, les bases du jeu, c'est 10-15 pages, quelque chose comme ça. Et donc, dans les bases du jeu, on explique comment est-ce qu'on va créer une conversation entre les joueurs, le MJ, comment est-ce qu'on va amorcer des scènes, le positionnement fictionnel, le principe des manœuvres qui est très important dans le Powered by the Apocalypse, qu'est-ce qu'on fait quand on lance les dés, qu'est-ce qui se passe quand il y a un échec, etc. etc. Et on parle d'éléments de base qui sont plus spécifiques à Avatar Legends et pas seulement au PBTA, notamment la fatigue qui va représenter la fatigue de votre personnage et qui va avoir un impact. En fait, la fatigue, ça va être une ressource qu'on va pouvoir consommer pour déclencher des événements et ça va aussi être quelque chose qu'on va encaisser. Et quand on n'a plus de fatigue, quand on devrait en encaisser, on va commencer à encaisser des états. Et les états donnent des malus à certaines de nos manœuvres, et quand tous nos états sont cochés, on est considéré comme étant mis hors combat. La fatigue, c'est aussi quelque chose qu'on peut consommer, comme je l'ai dit, pour faire des choses en particulier, par exemple des techniques ou des manœuvres qui nécessitent de consommer de la fatigue. Si vous n'avez plus de fatigue disponible, vous ne pouvez pas utiliser ces techniques et ces manœuvres. Je reviendrai, si je fais une vidéo sur les règles, je reviendrai en détail, mais donc voilà, on parle un peu d'éléments spécifiques liés à ce jeu de rôle, notamment la fatigue, les états, comment éliminer les états. Ça, c'est une partie très intéressante, puisque en fait, on considère que nos personnages vont pouvoir obtenir des états temporaires comme être terrifié, être en colère, etc. Et la seule façon d'enlever, l'une des deux seules façons d'enlever ces états, il y en a une autre, c'est une manœuvre où on va réconforter un PJ allié, mais l'une des façons qu'on a d'enlever les états de notre personnage, c'est de jouer en narration et de créer quelque chose. Par exemple, lorsqu'on a l'état terrifié, si on veut s'enlever l'état terrifié, il va falloir que notre personnage fuit le danger ou fuit les difficultés. Et tant qu'on est dans l'état terrifié, on va avoir -2 à nos jets de manœuvres intimidées et rappelées à l'ordre. C'est juste un exemple, mais voilà, c'est très spécifique au jeu de rôle. Et un des autres gros éléments spécifiques au jeu de rôle, c'est l'équilibre et c'est la balance, les principes et l'équilibre. En fait, on va avoir une balance, chaque archétype va avoir une balance qui oscille entre deux principes. On va avoir un point d'équilibre sur cette balance et au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure de l'évolution de notre personnage va tendre vers l'un des deux principes, ce qui va accentuer la façon dont on va jouer ce personnage, mais ça va aussi avoir des impacts globalement sur la narration et aussi sur le gameplay. C'est assez intéressant puisqu'en fait on peut être déséquilibré, tomber de notre équilibre, et pour le MJ c'est assez chouette parce qu'on peut aussi pousser les joueurs vers le bord de la balance, on va dire. Donc il y a tout un gameplay qui pousse à la narration lié à cette balance et ces équilibres que je trouve très intéressant, dont je reviendrai dans une vidéo sur le système si j'en fais une, mais vraiment c'est un point hyper intéressant et hyper important, c'est-à-dire que ça apporte une grande partie de la saveur de Avatar Legends pour moi, ce principe de balance, de principe et d'équilibre. On parle de comment lancer une partie avec le choix de l'air qui est important, mais aussi créer son groupe avec des objectifs, etc. Et un petit peu des choses qui sont normalement être des basiques pour tous les groupes. Comme par exemple, vous êtes des pratiquants d'arts martiaux accomplis, vous avez toujours répondu à l'appel de votre plein gré, vous n'êtes ni des tueurs ni des méchants, vous êtes tous amis, etc. etc. Et assez rapidement, on arrive dans le chapitre 4 qui est la création de personnages. Et donc là, le chapitre 4, création de personnages, c'est une quinzaine de pages environ. Et on va parler de choisir une ère, choisir un cadre. Est-ce qu'on veut un cadre étendu, donc jouer dans le monde entier ou dans une nation entière? Est-ce qu'on veut un cadre réduit, c'est-à-dire jouer dans une cité ou le quartier d'une cité? Et on va parler des objectifs de groupe et d'un élément déclencheur. Qu'est-ce qui va lancer l'aventure, que ce soit le scénario ou la campagne? Et ensuite, on va vraiment parler de la création de personnages en elle-même, avec la chose la plus importante à Avatar Legends sûrement, à la création de personnages, c'est le choix du livret. Comme on est sur un Powered by the Apocalypse, on a des livrets de personnages et ces livrets donnent accès à des manœuvres, donc des règles spécifiques. Il y a 10 livrets dans le livre de base, il y a 4 livrets supplémentaires dans le premier supplément qui est sorti. Chacun de ces livrets apporte énormément de gameplay différents et aussi de roleplay différents. Donc c'est un choix très important que le choix de ce livret, et ça apporte aussi énormément de rejouabilité puisque d'un livret à un autre, on ne va pas jouer du tout le même personnage. On va créer le concept de son personnage, on va nommer son personnage, on va choisir la maîtrise de son personnage, l'entraînement, donc une maîtrise des 4 éléments, armes ou technologie. Et là encore, vous voyez, le choix du livret est bien plus important
que le choix de la maîtrise, le choix de la maîtrise arrive derrière. Et en fait, quel que soit notre entraînement, que ce soit les armes, la maîtrise de la terre ou du feu, on va quand même être dans tous les cas un personnage assez accompli qui peut faire énormément de choses. Et cette maîtrise, ça va être plus, on va dire, de la saveur, un ajout en termes de narration, plus que quelque chose qui va différencier foncièrement notre personnage. C'est vraiment le livret de personnage qui va amener cette différenciation. On va parler des origines de notre personnage, d'où il vient, et de poser des questions sur son histoire. Ensuite, on va pouvoir finaliser ses caractéristiques, même si ces caractéristiques sont en partie définies par son livret. On va pouvoir finaliser son équilibre et vérifier quelle manœuvre de livret on choisit à la création de personnage, définir quelques relations, des choses comme ça. On peut sélectionner des techniques de combat, donc ça j'y reviendrai si je fais une vidéo sur les règles encore une fois, mais le combat est assez codifié avec beaucoup de techniques spécifiques qui peuvent être apprises, maîtrisées, apprises, pratiquées et maîtrisées, et donc ces techniques vont apporter énormément d'options tactiques en combat, mais aussi de choix narratifs, on va dire, et donc dès la création de personnage, on peut obtenir une ou deux techniques. Je crois il conseille, en fait, si vous lancez une session de jeu unique, vous avez juste une technique maîtrisée. Si vous créez un personnage en vue d'une campagne, vous avez une technique maîtrisée et une technique acquise. Moi, je trouve que ça serait intéressant d'avoir même deux techniques acquises, une technique pratiquée, une technique maîtrisée, si on compte se lancer dans une campagne en ayant des persos un peu classe dès le début. Et donc voilà, on parle de comment présenter son personnage, comment réunir l'équipe, et on arrive très vite dans le chapitre 5 qui là est vraiment le cœur du système de jeu, qui explique toutes les manœuvres. Je trouve que cette partie-là est très bien faite, puisqu'en fait on va expliquer ce que c'est qu'une manœuvre, ce qui est important pour le Powered by the Apocalypse, mais en plus pour chaque manœuvre on va avoir plein de détails qui vont expliquer la manœuvre, ce qui fait que à la lecture, on comprend très vite ce qu'on peut faire avec cette manœuvre et ce que ça induit. Donc en manœuvre de base, il n'y en a pas tant que ça, il y en a une petite dizaine, il me semble. Mais donc par exemple, on a évalué la situation ici sur la page de droite, et donc on a ce petit encadré qui est en fait vraiment la définition de la manœuvre. Quand vous évaluez la situation, faites un test de créativité, etc., etc. Mais ensuite, on a aussi un paragraphe. Quelles sont nos options pour évaluer la situation, avec différents petits paragraphes ou sous-paragraphes qui expliquent le détail de cette manœuvre. Donc on a évalué la situation, conseillé et réconforté, qui est la deuxième façon en fait d'enlever des états ou aussi d'enlever de la fatigue à nos alliés. On a intimidé, on a supplié, on a joué avec le feu, on a compté sur ses capacités et son entraînement. Et là, je m'arrête très rapidement, mais compter sur ses capacités et son entraînement, c'est souvent assez important, puisque en fait, quand on a un entraînement, par exemple la maîtrise du feu ou la maîtrise des armes, et dès qu'on fait un truc qui nous paraît logique et que notre personnage est censé savoir faire, en fait, on va faire un jet de compter sur ses capacités et son entraînement. Ce qui fait que ce jet-là revient assez régulièrement. Tandis que dès qu'on va faire quelque chose qui sort de notre entraînement, qui est très risqué ou très improbable de réussir, on va dire, dans ce cas-là, on va utiliser la manœuvre jouer avec le feu. Voilà, et donc on n'a pas de manœuvre liée aux maîtrises. En fait, notre maîtrise, c'est indirectement compter sur ses capacités et son entraînement. Donc que je veuille, on va dire, envoyer de la glace pour paralyser des gardes, ou que je veuille assommer un garde grâce à ma maîtrise des armes, et je vais faire un jet de compter sur mes capacités et mon entraînement, même si dans les deux cas, on ne fait pas du tout la même chose, mais en final, l'objectif est un peu le même, c'est-à-dire neutraliser des adversaires, par exemple. On a aussi la manœuvre duper, on a la manœuvre aider. Donc la manœuvre aider, c'est assez simple. En fait, on va pouvoir, quand un allié fait un jet pour une manœuvre, après avoir vu le jet de notre allié, on va pouvoir choisir de dépenser un point de fatigue pour faire plus un jet de dés. On ne peut aider qu'une fois lors d'une manœuvre, mais plusieurs personnes peuvent aider. Donc ça peut permettre de donner des boosts comme ça en cramant un peu de fatigue pour obtenir un jet meilleur, réussi, voire un 10+. Et après, ça c'est toutes les manœuvres vraiment de base, on va dire, du système. Et après, on a des manœuvres d'équilibre qui apportent quelque chose lié à cette balance dont je parlais et aux deux principes d'équilibre. Donc, notamment, agir en respectant son principe, qui est en fait, quand on va être fortement avancé sur un des côtés de notre balance, par exemple, je sais pas moi, j'oscille entre la force et la délicatesse, et si je suis à +3 en force, -3 en délicatesse sur ma balance, si je souhaite agir en respectant mon principe de force,
ça va me permettre de faire un jet de dés en utilisant mon bonus de force, c'est-à-dire +3, qui est, c'est pas de la force comme une caractéristique, hein, c'est vraiment la force comme un principe de balance, et je vais utiliser ce +3 à la place, donc c'est-à-dire je vais utiliser mon bonus de balance plutôt que d'utiliser la caractéristique normale de la manœuvre. Il y a d'autres manœuvres d'équilibre, notamment rappeler à l'ordre, qui permet de rappeler à l'ordre un PNJ, mais aussi un PJ, c'est-à-dire que ça apporte énormément de jeu et de narration, dans le sens où on va pouvoir, comme on connaît les principes des balances de chacun des personnages joueurs autour de la table, on va pouvoir rappeler à l'ordre nos camarades, on va dire, les autres personnages joueurs autour de la table, et un petit peu les forcer à agir, en fait les forcer à faire le choix entre agir en fonction d'un de leurs principes, ou potentiellement soit prendre de la fatigue, soit décaler leurs principes dans un sens ou dans l'autre, etc. On va pouvoir, quand on est un PJ, refuser un rappel à l'ordre, parce que le MJ en fait peut faire en sorte qu'un un personnage non joueur rappelle à l'ordre un PJ, auquel cas ce personnage non joueur n'a pas de jet de dés à faire. On est dans un Powered by the Apocalypse, le MJ ne jette pas les dés, mais si mon PNJ, je suis MJ et mon PNJ rappelle à l'ordre un de mes personnages joueurs à table, ce personnage joueur peut essayer de faire un jet de dés pour refuser ce rappel à l'ordre. Et il y a aussi résister à un changement d'équilibre. Là, c'est pas vraiment un rappel à l'ordre, c'est plus un PNJ qui, par son discours ou par ses actes, va influencer, on va dire directement ou indirectement, l'évolution de la balance d'un personnage joueur. Et donc ce personnage joueur, je vais à un moment pouvoir dire, bah, vu ce qu'il vient de te dire, ta balance aurait tendance à aller un petit peu plus vers délicatesse plutôt que force. Et là, le PJ, s'il veut pas aller vers délicatesse, il peut me dire qu'il veut faire une manœuvre de résistance, de résister à un changement d'équilibre. Et une des dernières manœuvres, c'est perdre l'équilibre, c'est-à-dire si notre balance, si on perd notre équilibre sur notre balance, j'étais déjà à +3 en force et -3 en délicatesse, et ben on peut pas aller plus loin, c'est-à-dire que si mon équilibre va encore plus vers la force, je vais tomber de ma balance et donc je vais perdre l'équilibre. Et perdre l'équilibre, c'est un gros moment qui apporte souvent beaucoup d'opportunités de narration, puisque les 3 options, quand votre équilibre dépasse l'extrémité de la jauge, vous perdez l'équilibre, vous êtes tellement obnubilé par votre principe que cela en devient malsain pour vous et vos proches, choisissez une option parmi les suivantes, vous abandonnez ou vous vous soumettez à l'opposition, vous perdez pied semant la douleur et la destruction, vous entreprenez une action extrême qui s'accorde avec le principe, puis vous fuyez. Donc c'est assez fort de tomber de la balance, ce qui apporte pas mal de jeu, puisqu'en fait on va tout le temps, le PJ va essayer un petit peu d'avoir des bonus, mais de rester stable sur sa balance. Les autres PJ vont pouvoir essayer d'influencer certains des PJ autour de la table en essayant de les rappeler à l'ordre, et le MJ dans tout ça va pouvoir essayer de faire des changements d'équilibre et des rappels à l'ordre pour mettre un peu la pagaille dans tout ça. Donc quand c'est bien maîtrisé, ces concepts de balance, de principe et de manœuvre liés à la balance, ça peut être très intéressant et apporter énormément de narration qui est quand même englobée par du gameplay et par du système. Et en fait, ce gameplay et système vont tendre sur le fait d'apporter du jeu, du RP et de la narration. Et ensuite on a des manœuvres d'évolution, donc comment on gagne de l'XP, comment on fait évoluer notre personnage, et on nous explique aussi qu'on peut créer des manœuvres personnalisées. Je vais pas m'arrêter là-dessus, mais c'est une option. Et ensuite on rentre dans le combat, et donc en fait le combat, j'en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée, mais le combat c'est vraiment, contrairement à du PBTA où on va simplement avoir un jet de dés, là on va avoir des passes d'armes avec des manœuvres de base, et donc on va avoir 3 choix tactiques, on va pouvoir... alors je sais plus où sont les 3 options, c'est un petit peu plus loin il me semble. On va pouvoir choisir une des 3 approches, défendre et prendre à revers, avancer et attaquer, ou esquiver et analyser. Et ensuite, chacune de ces 3 approches va disposer de 3 différentes techniques de base, mais on va aussi pouvoir développer des techniques avancées qu'on va pouvoir apprendre, pratiquer et maîtriser. Et ces techniques vont apporter plus d'options tactiques en jeu et aussi plus d'options en termes de narration. Donc voilà, le combat qui est assez lourd sur les premiers tests, mais je pense qu'avec déjà nous, j'ai testé en 2 sessions ce jeu pour l'instant. À la 2e session, le combat était quand même déjà plus fluide qu'à la première session. On a quand même des résumés qui font que c'est assez clair qu'est-ce qu'on doit faire dans un combat, et lors d'un combat on peut aussi infliger des statuts, qu'ils soient positifs ou négatifs, donc on peut donner des bonus à nos alliés, des malus à nos ennemis, et donc il y a 4 statuts positifs, 4 statuts négatifs qui ont des impacts sur le gameplay et sur la fiction. Voilà, donc ça c'est le combat. Un poil lourd, mais je pense pas mal d'options intéressantes.
des exemples, et on arrive au chapitre 6 qui fait entre 40 et 50 pages, quelque chose comme ça, où on a en fait tous les livrets de personnages, donc les 10 livrets de personnages du livre de base. On a l'audacieuse, l'idéaliste, la fripouille, l'inflexible, la gardienne, le marteau, l'héritière, le pilier, l'icône et le prodige, et chacun de ces livrets de personnages est en 4 pages, une page avec l'illustration, et ensuite 3 pages où il y a les principes, les infos liées au personnage et à la création de personnages, et toutes les manœuvres disponibles que l'on peut débloquer en utilisant ce livret. Donc je ne vais pas passer sur chaque, mais si je prends un exemple, par exemple la fripouille ici, la fripouille, sa balance va osciller entre les principes d'amitié et de survie. Et là, on a tout un gros paragraphe qui explique, ok, qu'est-ce que c'est que ces principes d'amitié et de survie. Et ensuite, on a 2 pages où on va avoir vraiment sa règle spéciale. Sa règle spéciale, c'est Salmanie, qui va en fait être des choses qui vont pouvoir faire donner des bonus si il fait des bêtises avec ses alliés, en gros, on va dire. Et il va avoir accès à différentes manœuvres qu'il va pouvoir débloquer, qui vont apporter vraiment un gameplay différent des autres livrets. Donc voilà, on a tous les livrets, et après les livrets, on arrive au chapitre 7 qui parle de progression. Et donc là, on parle de comment faire évoluer notre personnage. À chaque fin de partie, on a une manœuvre de progression. On répond à des questions qui vont nous donner l'équivalent de points d'XP. Et quand on va atteindre un certain seuil, on va pouvoir débloquer quelque chose pour notre personnage. Souvent, on va débloquer des nouvelles manœuvres. On va augmenter nos caractéristiques. On va décaler notre centre d'équilibre. Ou on va pouvoir débloquer notre moment d'équilibre qui est un peu une capacité ultime, mais en fait cette capacité ultime, quand on la débloque, on peut l'utiliser une seule fois dans des conditions très précises, et ensuite on ne peut plus l'utiliser à moins de la redébloquer avec de l'expérience une deuxième fois. Donc c'est un truc très puissant, très orienté narratif, qui en fait solutionne une scène difficile, on va dire, mais qu'on ne peut faire que 2 fois durant toute la vie d'un personnage, et à condition d'avoir dépensé de l'XP 2 fois pour l'obtenir. On parle de techniques avancées, de comment apprendre des techniques et comment les pratiquer et les maîtriser. Et on parle de maîtrise élémentaire spécialisée, de modification de personnages. Je ne rentre pas dans les détails. Après, on a un chapitre 8 qui fait 20 ou 30 pages, qui parle de mener une partie d'Avatar Legend avec beaucoup de conseils sur le rôle du MJ, sur les buts de la partie, sur des consignes de base, avec des lignes directrices, avec pas mal de lignes directrices qui en fait c'est un bon résumé de ok, qu'est-ce que je dois faire quand je suis MJ sur un Powered by the Apocalypse et sur Avatar en particulier. Mais en fait, ces lignes directrices, il y a à chaque fois un gros paragraphe qui explique qu'est-ce qu'on entend par ces lignes directrices. Donc c'est assez intéressant, ça donne pas mal de direction à suivre pour mener du Avatar Legend, je trouve. Et ensuite, on parle des manœuvres de MJ, puisqu'en fait, à chaque fois que, on va dire, l'histoire ralentit, qu'il y a un blanc ou qu'un personnage rate un jet de dés, et ben le MJ ne va pas hésiter à déclencher une manœuvre de MJ. Et donc ces manœuvres de MJ, il y en a pas mal, hein. Infliger de la fatigue ou un état, révéler une vérité cachée, décaler l'équilibre d'un personnage joueur, mettre à l'épreuve les loyautés, offrir une occasion à saisir, menacer quelqu'un, modifier subitement le rapport de force, etc. C'est des trucs assez, on va dire, classiques, mais il faut vraiment les prendre comme, ok, dès qu'un personnage joueur va faire un échec à un jet de dés, c'est pas vraiment un échec, en fait, il va se passer quelque chose dans la narration, mais je vais déclencher une manœuvre qui va complexifier les choses, retourner la situation, etc. etc. Donc c'est bien décrit, c'est pour moi qui est fait très peu de PBTA avant Avatar Legends, ça je trouve c'est très clair et ça apporte facilement des idées et des infos sur comment faire jouer du Powered by the Apocalypse. Ensuite, on parle des PNJ, de comment créer des PNJ, comment les jouer, différents niveaux de PNJ avec plus ou moins d'adversité, on va dire, comment interpréter des PNJ en combat, etc., comment faire jouer les scènes de combat, une exemple de scène de combat en 4 pages, et on arrive au chapitre 9, saison et campagne. Le chapitre 9, il fait une dizaine de pages, et on parle de comment commencer une campagne avec une première partie, préparer la première partie, qu'est-ce qu'on doit penser à inclure dans une première partie, la différence entre lancer une campagne et faire un one-shot, et comment concevoir une saison. Donc en fait, on se rapproche un peu on va dire, du dessin animé Avatar, dans le sens où on va se dire qu'une campagne peut être égale à une saison, ou alors une campagne peut en fait être un dessin animé complet constitué de plusieurs saisons. Et donc qu'est-ce que ça va être qu'une saison, comment est-ce qu'on va structurer ces épisodes, c'est-à-dire ces parties dans une saison, et comment est-ce qu'on va amener une saison du début à la fin, avec des arcs de personnages, avec des objectifs, avec des menaces, avec du rythme, etc. etc. On parle de comment faire évoluer les saisons, et on arrive au chapitre 10, mener des aventures, le chapitre 10 qui fait une quinzaine de pages, avec des infos sur comment bien créer une aventure, centrer votre aventure, identifier un conflit central,
et pas mal d'outils d'aventure avec notamment les concepts de montée en puissance et d'horloge, de flashback et de PNJ encre. Et là, c'est aussi intéressant, des accroches d'aventure avec globalement, je crois, 3 pages qui donnent 4 à 6, ça doit même être 6 par R, je pense. Je crois qu'il y a 6 idées d'accroches d'aventure par R, donc il y a 5 R, donc on doit avoir une trentaine d'idées de petits scénarios. C'est plutôt cool, ça donne pas mal de bonnes idées pour des quêtes secondaires, pour des petits one-shots de 2 heures, des choses comme ça. Et après, on arrive sur un petit scénario qui doit faire 4 ou 5 pages, peut-être un peu plus, avec des PNJ, voilà. Et on arrive sur le début des annexes avec des techniques. Donc, on a une page par type de technique. On a des techniques universelles, des techniques de groupe, des techniques pour la maîtrise de l'eau, pour la maîtrise de la terre, pour la maîtrise du feu, pour la maîtrise de l'air, des techniques pour l'entraînement des armes, des techniques pour la technologie. Et donc, toutes ces techniques, en fait, c'est des choses que aussi bien vos personnages joueurs vont pouvoir débloquer en les apprenant, les pratiquant et les maîtrisant, ou bien que vous allez pouvoir équiper vos PNJ avec ces techniques pour mettre des bâtons dans les roues de vos personnages. Et après, on arrive sur quelques annexes, notamment des PNJ tout faits avec quelques petites stats et informations, quelques PNJ, on va dire, légendaires. Donc, on a Kyoshi, Roku, le Général Hiro, Aang et Korra. Et après, on a du matériel de jeu, en fait, avec des pages qui sont très intéressantes à imprimer, à donner à vos joueurs ou à avoir vous sous le coude quand vous faites une partie. Notamment celle-là qui résume toutes les manœuvres de base. Donc, ça, moi, je l'ai donné à mes joueurs, c'est vraiment très utile. J'ai fait un recto verso, en fait, avec cette page de droite et cette page de gauche. Une page en fait permet d'avoir les manœuvres de base d'équilibre pour le courant de partie, et une autre page c'est le résumé des combats. Donc dès qu'on est en combat, hop, on retourne la feuille. Ensuite, on a une fiche de création de campagne. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais on va sûrement lancer une courte campagne avec ma table, donc ce sera l'occasion de l'essayer. Et on a des infos un peu plus spécifiques pour le MJ. C'est toujours utile, surtout la page de gauche ici, de l'avoir devant soi quand on lance une partie d'Avatar Legends. Et on arrive sur un index et on s'arrête là. Voilà, donc on a fait le tour des 300 pages du livre de base d'Avatar Legends. Je vous propose de nous arrêter là. Il y aura sûrement une vidéo supplémentaire sur le petit fascicule qui s'appelle une requête urgente, qui est un petit peu un scénario d'introduction avec des pré-tirés. C'est le scénario que j'ai fait jouer en 2 parties pour tester le système, donc je vais en parler un petit peu, et pourquoi pas une autre vidéo sur le système et le système de PBTA de Avatar Legends. Et si j'ai la motivation, je ferai peut-être des vidéos qui parleront de la courte campagne que je vais organiser dans ce jeu de rôle. J'espère que cette petite revue de Avatar Legends vous a plu, que vous êtes intéressé par ce jeu et ce système, et que vous attendrez avec impatience les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et bon jeu!